Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de Drop Zone. Si vous venez de commencer Drop Zone et que vous voulez en savoir plus, cette vidéo est faite pour vous. Pour bien commencer dans Drop Zone, il est important d'avoir de bons réglages. Dans l'onglet Gameplay, on pourra s'intéresser aux réglages de la caméra, des groupes de contrôle ou du jeu. Mes recommandations pour la caméra sont centrer la caméra lorsque on double tape sur l'un des pavés. Pour la caméra qui suit, je préfère mettre Known, ce qui me permet d'avoir une caméra totalement libre à tout instant et de seulement la bouger lorsque je double tape sur un pavé ou lorsque je mets ma souris sur le bord de l'écran. J'ai désactivé la Correct Selection comme il l'appelle, la sélection de groupe lorsqu'on appuie sur deux pavés en même temps, car je faisais beaucoup de misplay. Après c'est quelque chose que je peux comprendre si vous la gardez. Ce n'est pas interdit, mais c'est, je trouve, plus naturel étant joueur de SC2. Je recommande dans l'interface d'utiliser l'option couleur pour les barres de vie endommagées, ce qui permet de pouvoir apprécier vite la santé d'une unité sans avoir à se soucier de qui elle est, où elle est. En teamfight, c'est très utile pour pouvoir focus et pour pouvoir aussi nous-mêmes retirer un champion du champ de bataille. Parfois en 2v2, c'est vrai que enlever ça, donc ça veut dire mettre un peu en couleur aux barres de l'équipe, peut être aussi judicieux. Là, c'est plutôt dans les préférences de chacun. Pareil pour la taille de l'UHD. C'est vraiment personnel, toutefois je recommande un petit peu de réduire la taille de la minimap car elle est grosse de base, ce qui permet de aussi réduire le potentiel de rater lorsque l'on lance des sorts ou qu'on fait bouger un champion, de cliquer en bas à droite et donc du coup faire aller notre mecha dans la direction opposée à celle qu'on veut. Pour commencer, je recommanderais aux nouveaux joueurs de jouer des compositions les plus variées possibles, c'est-à-dire 3 classes différentes pour les 3 champions qu'ils vont contrôler. Ça permet d'avoir des compositions assez polyvalentes pour pouvoir faire face à peu près n'importe quelle sorte de stratégie. Donc un tank, un gunner, un mécanique, ou un tank, un gunner et un summoners sont les compositions que je recommande le plus. Une fois en jeu, vous êtes peut-être demandé comment ou pourquoi je farm moins vite que mon adversaire, comment je peux faire pour aller plus vite. Selon la map, il y a plusieurs choses à faire en priorité. Sur Juggernaut, par exemple, il est impératif de contester le plus souvent possible les deux camps du milieu, à côté de la drop zone, car elles sont à la même distance des deux bases des deux joueurs, donc les deux joueurs peuvent les farm en même temps. Il faut donc choisir dès le départ un camp à pouvoir contest le plus rapidement possible. Les joueurs les plus expérimentés arrivent à avoir un niveau de multitask assez élevé pour pouvoir gratter un peu de farm sur les deux. Sur Juggernaut, il y a quelques dangers auxquels il faut faire attention. Par exemple, une fois des deux camps du milieu dépop, cela ouvre à votre adversaire l'accès à un des deux camps sur lequel vous n'avez pas la vision. Par exemple, si vous êtes sur la base à gauche, vous n'aurez pas la vision sur le camp en haut à gauche, et si vous êtes à droite, vous n'aurez pas la vision sur le camp en bas à droite, même avec les tourelles de vision. C'est pour ça qu'il est important de toujours avoir une idée de quand ce camp repopera. C'est pour ça qu'il est important de le faire dès que possible. Sur Mind the Gap, la plus grande difficulté, c'est de pouvoir farm très rapidement, tout en ayant le contrôle sur la vision. Durant la partie, la couveuse du milieu, donc le camp du milieu, celui qui est directement sur votre chemin pour aller à la drop zone en partant de la base, est le camp à toujours avoir déjà clean. Car en cas de repop, si vous êtes en train de vous battre dans votre zone de terrain, vous allez être gêné. Si vous faites un attaque click par exemple, gêné par les cavages qui se trouvent entre vous et l'adversaire, et votre adversaire pourra vous voler de l'XP. Sur Mind the Gap, il faut faire attention aux tourelles de vision, car grâce au jump, votre ennemi pourra accéder très facilement à l'une des deux de vos tourelles. Par exemple, si vous vous trouvez sur la base de gauche, il faut faire attention à la tourelle en haut, car c'est la plus proche de la falaise et donc celle atteignable très vite avec un jump. A l'inverse, si vous êtes sur le côté droit, votre tourelle du bas sera celle à laquelle il faudra faire le plus attention. Les alphas sont une partie importante du jeu. Un objectif bonus leur est même dédié. Il faut savoir qu'au début de la game, il n'y a aucun alpha sur la map. Il faut attendre le repop d'une hive, donc d'un camp. Il y a alors un alpha. Lorsque la hive respawnera une deuxième fois, il y aura 2 alphas. Les alphas sont des cibles prioritaires lorsque vous êtes en train de clean un camp. Ils ont beaucoup de PV et font très mal. Il faut savoir qu'il y a 18 alphas dans chaque partie. Donc, l'objectif Alpha Strike peut être aussi joué sur le fait que vous volez un alpha à votre adversaire, ce qui est très facilement faisable sur Juggernaut. Si vous arrivez à lui voler un alpha sur sa partie de terrain, il sera alors incapable de compléter cet objectif. Sur Mind the Gap, c'est un peu plus compliqué, mais cela reste possible si par exemple votre adversaire a négligé le camp du milieu, et vous pourrez donc lui voler si vous arrivez à un timing opportun.
Vous vous demandez peut-être comment optimiser un build ou comment exploiter le plein potentiel d'un perso. Voici quelques idées pour pouvoir utiliser à plein escient les persos. Vyse a plus d'HP et d'armor que tous les autres rigs de sa catégorie. Il est donc bon pour solo clean, où il pourrait être joué en sous-level par rapport aux autres rigs, car il a de meilleurs stats de base. Plutus. On dit que Plutus est un très bon summoner. Il a un passif très fort. À l'heure actuelle, lorsque vous portez un corps, à côté de Plutus, vous gagnez de l'armure en tant qu'allié. Et en tant qu'ennemi, si vous portez un corps, vous avez moins d'armor. Donc c'est un buff énorme. Donc des spells que je conseillerais avec Plutus seraient par exemple, Core Shelter est un très bon passif pour Plutus car lorsque vous serez en train de porter un noyau, vous aurez encore une aura en plus de bonus d'armor pour vos alliés, ce qui fait une composition très tanky, juste en tenant un corps, sans besoin d'activer une capacité ou quelque chose comme ça. Cortex va soigner tous les dégâts qu'il deal aux alliés proches, mais ça va pas le soigner. Un pourcentage plus élevé des habilités va être converti pour le soin. Donc Cortex est un très bon support, car lorsqu'il va deal des dégâts, il va soigner. Et si vous avez déjà un soin de base sur votre setup, ça veut dire que dans n'importe quelle situation, il va pouvoir soigner vos alliés. Par exemple, si vous utilisez un Globe Launcher, Cortex va heal vos alliés alors qu'il est en train de deal des dégâts. C'est très utile, c'est très fort. Une des compétences que je recommanderais sur Cortex, c'est le Globe Launcher. Dans Drop Zone, les objectifs bonus sont très importants. Il y a quand même 7 points à se disputer. Il faut donc adapter son style de jeu aux objectifs bonus. Vous allez devoir plus farmer que d'habitude, par exemple, s'il y a le bonus Eradicate, que s'il y avait le bonus First Blood. Pensez-y, c'est toujours des points de prix gratuitement. Pour les objectifs Boss Slayer, il faut faire très attention car 3 boss peuvent aller très vite. Avec le bonus de dégâts, si votre adversaire tue un premier boss, il sera plus facile pour lui de tuer le deuxième grâce au bonus de dégâts. Il faudra donc faire très attention lorsqu'il y aura un boss de down, ou même deux. Pour ce qui est de l'Alpha Strike, piquer un alpha à votre adversaire vous permettra d'assurer quasiment cet objectif. Si vous farmez convenablement vos hives et les faites respawn entièrement, vous pourrez être quasiment assuré d'avoir les 9 alphas, et votre adversaire sera bloqué à 8. Pour améliorer sa micro, il n'y a pas de secret, il faut jouer. Je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir soit augmenter plus rapidement votre niveau de micro-gestion, soit vous permettre d'avoir un meilleur contrôle de vos unités. En début de partie, il est important de farm le plus vite possible, et donc d'utiliser le plus souvent ses spells. Il faudra donc split ses mechas, et donc vérifier à chaque fois si un spell est disponible ou pas. Essayez de faire des cycles 1-1, 2-2, 3-3 pour jump, pour faire bouger la caméra sur chacun d'entre eux, et d'activer leurs compétences et de passer le plus vite possible. Sur la minimap, essayez d'avoir toujours un œil dessus. Cela vous permettra de savoir où sont les rigs ennemis, même si vous ne les voyez pas actuellement sur l'écran. Dans Drop Zone, lorsqu'un rig est inactif, un halo bleu pulse autour de son icône, c'est donc qu'il est en train de ni taper ni de bouger. Faites en sorte d'en avoir le moins possible lors de la game. Sur Drop Zone, lorsqu'un rig est attaqué sans riposter efficacement, il va alors émettre un son et sur la minimap va se dessiner un halo rouge. Faites très attention lorsqu'il y a ce halo rouge et un rig ennemi présent aux alentours. Mais si c'est contre des camps, il faudra alors juger de vous-même. Si toutefois, après cette vidéo, vous avez encore quelques questions, je vous invite à les poser dans la section commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre moi-même. Je vous recommande la chaîne Drop Zone, qui publie chaque semaine un replay de parties de haut level. Elle vous permettra d'analyser les builds, et aussi ces excellents commentateurs vont vous expliquer qu'est-ce qui est bien ou pas bien lors de la partie. Sur ce, à bientôt sur Drop Zone.